On en discute. En 1981, Bell Hooks, pseudonyme de Gloria Jean Watkins, publie Am I a Woman, manifeste du féminisme afro-américain, qui met en lumière les processus de marginalisation des femmes noires, tout en critiquant les féminismes blancs et leur incapacité à prendre en compte les diverses oppressions croisées. Cet essai, un classique du féminisme, paraît enfin, étonnamment en français, plus de 35 ans après sa publication initiale, sous le titre « Ne suis-je pas une femme ?», dont la préface est signée par Amandine Gay, notre invitée aujourd'hui. Vous êtes née le 16 octobre 1984 à Lyon. Vous êtes née sous X. Qu'est-ce que ça veut dire, Amandine? Alors, né sous X, c'est une loi française qui permet l'anonymat des mères qui ne souhaitent pas garder leur enfant. Ouais. Et donc, ça leur permet d'accoucher, ça évite les abandons sauvages. Et ça permet ensuite à des personnes qui sont sur les listes pour l'adoption d'adopter. Donc, c'est mon cas, j'ai été adoptée en 85. Par une famille blanche? Tout à fait. Oui, vous avez raconté dans les médias français avoir été victime d'un certain racisme. Oh oui, je pense que quand Lyon, on grandit dans une famille noire aussi, on est victime de racisme. Hein. C'est pas propre. Oui, Grandir bien dans sûr, une mais vous famille parliez de blanche. l'école, par exemple, où vous étiez la seule. Ah oui, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire, c'est plus le côté, effectivement, vivre dans des petites villes ou des petits villages où il y a nettement moins de minorités ethniques. Forcément, très rapidement, on se rend compte qu'on est différent. Mais bon, la France est un pays qui a un vrai problème avec la question raciale. Je pense que peut-être que le Québec... Et colonial. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Ouais. Bon, le Québec et le Canada, à mon avis, n'est pas en reste non plus. Mais du coup, effectivement, moi, très vite, j'ai eu conscience que j'étais différente. C'est-à-dire qu'effectivement, on est racisé. C'est-à-dire que la race est une construction sociale et qu'on est noir dans les yeux du blanc, au sens où ça devient notre identité, et puis une espèce d'identité homogène qui voudrait qu'on soit plus ou moins tous et toutes pareils, alors qu'effectivement les différences de classe existent. Être une femme noire ou un homme noir, c'est pas la même chose. Être migrant ou être né en France, c'est encore différent. Est-ce qu'on a des origines justement dans la Caraïbe ou en Afrique subsaharienne, ou les deux? Donc effectivement, toute cette dimension-là a tendance à être effacée quand on vit en contexte occidental et qu'il y a une narration majeure qui est portée sur nous. Et c'est effectivement là d'où vient le travail de Bell Hooks, parce que moi, je voudrais juste revenir sur le fait que 81, c'est quand même plusieurs années après qu'elle ait été militante. Et donc ça, c'est aussi une théorisation des difficultés qu'elle a rencontrées sur le terrain quand elle a commencé à s'intéresser et au mouvement des droits civiques et au mouvement féministe oui, parce que classique. c'est une intellectuelle, Yolande Cohen, C'est Bell une Hooks. grande intellectuelle, comme on les appelle, public intellectuals, c'est-à-dire une intellectuelle critique qui a fait une très très belle carrière, qui est très importante dans sa présence médiatique aux États-Unis et au niveau scientifique également. Je pense que son travail est un travail de déconstruction radicale du discours féministe et de reconstruction, y compris pour la question de la racialisation des Noirs, justement de ces différentes catégories dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est des politiques identitaires qu'elle conteste, mais qu'elle regarde dans à peu près toutes les formes de la vie sociale. Elle a critiqué par exemple Beyoncé. Elle a dit finalement récemment, 2014 d'ailleurs. Récemment, oui, c'est attaqué à ce féminisme. Ça vous fait rire, Amandine? Oui, non, mais c'est vraiment attaqué important au féminisme pop. Oui. Alors qu'est-ce qu'elle a dit en substance? Elle a dit que c'est une terroriste et en fait parce que d'une certaine manière, ce qui l'horripile, c'est que elle puisse revendiquer l'appareillage externe de l'esclavage. Alors moi, je dois juste intervenir, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des conversations qu'on peut avoir au sein des communautés noires, c'est-à-dire qu'on est aussi différents types de féministes. Il y a des féministes pro-sexe chez les blanches, il y a des féministes qui ne sont pas pro-sexe chez les blanches aussi, et que ces conversations-là sont plus compliquées quand elles ont lieu dans la sphère blanche, justement dans le monde blanc, puisque là, ça peut aussi être une instrumentalisation et mettre en concurrence des femmes noires. Donc je pense que, par exemple, en ce qui me concerne, je trouve que le travail de Bell Hooks est très très important, qu'après, il se peut aussi que quand on vieillit ou quand on s'institutionnalise, on peut aussi avoir des points de vue qui ne fonctionnent pas. Rétrograde un peu. En tout cas, sur cette question-là, sur la question de se réapproprier sa sexualité et d'en faire étalage ou non publiquement, c'est son point de vue. Et je pense que c'est très important que nous, entre femmes noires, nous ayons des conversations, par exemple, sur le colorisme dans les clips de Beyoncé, des choses comme ça, mais que ces conversations ne soient pas instrumentalisées dans le monde blanc. C'est-à-dire que on a besoin. Elles ne peuvent pas ne pas l'être. C'est comme si on se mettait. C'est comme si on se mettait en dehors de la société. Au contraire, moi, je trouve que c'est très important de pouvoir échanger et de montrer
à la fois justement ces différences. Ce que je trouve parce intéressant, que les différences sont importantes. Attendez, Amandine, attendez. Ce que vous voulez dire, c'est que nous, les femmes blanches, on n'a pas le droit d'avoir un point de vue sur ce qu'a fait Beyoncé, par exemple? En fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on parle de Bell Hooks et très rapidement, le premier argument, c'est de s'en servir pour stigmatiser Beyoncé. Dans tout le travail de Bell Hooks, est-ce qu'on ne peut pas s'intéresser plutôt au fait que justement, elles veulent déconstruire les rapports de pouvoir à l'université? Moi, ça, c'est une dimension qui m'intéresse beaucoup. Non, absolument. Je pense que Yolande simplement voulait placer le personnage Amandine dans ce qu'elle est aujourd'hui et qu'elle continue de s'intéresser au débat du féminisme. Pour moi, elle s'intéresse à plusieurs dimensions du débat du féminisme. Pour en parler. Absolument. Et je pense que une des critiques que je lui ferai, c'est que justement, elle ne distingue pas beaucoup dans sa déconstruction. Moi, je suis historienne et je suis une spécialiste de la période du tournant du siècle, c'est-à-dire de cette période de première vague du féminisme, qui est effectivement une première vague blanche et dont beaucoup de ces militantes-là étaient en effet des militantes évangéliques racistes qui faisaient la promotion de la pureté sociale. La plupart du temps des bourgeoises, mais ce n'est pas tout le féminisme de la première vague. Comme aujourd'hui, les critiques qu'elle adresse à Gerda Lerner ou à d'autres historiennes, ce sont un certain nombre d'entre elles. Donc je pense que d'une certaine manière, dans sa critique qui est remarquable et qui est extrêmement importante et qui montre à quel point, oui, il y a eu parmi les féministes, encore aujourd'hui, des femmes qui ne voient pas le racisme et qui sont elles-mêmes des promotrices du racisme. Mais toutes les féministes ne sont pas dans ce sac-là. Et surtout, et c'est ce que je pense qui est très très important à retenir de ce livre, c'est qu'elle montre la diversité des féminismes et la possibilité qu'il y ait des discussions précisément entre ces divers féminismes, parce que sinon, l'intersectionnalité qu'elle préconise et qui est maintenant quelque chose de très important ne pourrait pas avoir lieu. Pourquoi la pensée de Bell Hooks est pertinente à votre avis, Amandine Gay? Alors, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement déjà de revenir à la question même des féminismes de la première vague. Comme on l'a dit hors micro, le texte de Sojourner Truth qui donne son titre au livre de Bell Hooks. Elle est un peu avant la première vague, elle. La première vague, c'est vraiment les années 80, mais enfin, peu importe. Mais ce que je trouve intéressant, c'est justement quand est-ce qu'on choisit de faire commencer le féminisme? Quand est-ce qu'on choisit de faire commencer les luttes féministes? Et en fait, chez les féministes non blanches, que ce soit aux États-Unis, que ce soit aussi en Afrique, que ce soit en Inde, les mouvements d'émancipation des femmes ne commencent pas forcément avec la première vague du féminisme occidental. Absolument. Donc, du coup, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de voir ce retour historique-là. Et ça, c'est un travail que fait Bell Hooks. Venir chercher dans notre histoire, voir qui sont les pionnières, leur rendre hommage, puisque c'est exactement ce qu'elle fait avec le titre de son essai. Il faut expliquer, Amandine, qui était Sojourner Truth. Oui, donc Sojourner Truth, c'est une femme esclave qui, en 1826, s'échappe avec ses enfants. Elle réussit à gagner son procès contre le propriétaire des esclaves et donc à gagner son émancipation. Et en 1851, à la Convention des femmes de l'Ohio, elle donne un discours très célèbre qui s'appelle « Ne suis-je pas une femme ?» et qui justement jette les bases, et qui jette les bases de cette question de l'interaction entre le fait d'être femme et d'être noire. Et ça, c'est des thématiques qu'on retrouve tout au long du XXe siècle. Chez Claudia Jones, en 1949, qui est une grande leader du Parti communiste américain, elle publie le texte « La surexploitation des femmes noires ». Et dans ce texte, elle explique que les femmes en général gagnent la moitié d'un homme, mais que les femmes noires gagnent en plus la moitié d'un homme noir. Et donc, elle explique vraiment cette question-là. Et donc, cette interaction des discriminations, le fait que être femme et noire veuille dire qu'on va gagner non seulement moins qu'une autre femme, mais aussi moins qu'un homme noir, c'est quelque chose qui se retrouve tout au long du XXe siècle, et puis qui effectivement trouve son point culminant dans la théorisation de Kimberlé Crenshaw, qui est la personne qui a théorisé le concept d'intersectionnalité en 89. Et cette idée, c'était de résoudre un problème de loi, puisqu'aux États-Unis, on ne pouvait reconnaître soit la discrimination raciale, soit la discrimination sexiste. Et donc, comme Kimberlé Crenshaw vient du droit, elle cherche un moyen de théoriser la situation dans laquelle se trouvent les femmes noires. Et c'est comme ça que naît le concept d'intersectionnalité. Et à partir de là, il a été effectivement énormément repris, puisque ça permet de, d'illustrer tous les croisements de discrimination dont on peut être victime. C'est-à-dire que les croisements essentiels, c'est le croisement entre race et genre. Parce et puis il y a la question de la classe, parce que 81, c'est aussi Angela Davis avec le livre Women Race Class. C'est pour ça que je dis c'est un moment historique où on voit toutes ces féministes qui viennent du terrain, qui théorisent leur expérience et qui montent justement au travers de livres comme celui d'Angela Davis, comme celui de Patricia Bell Scott, Gloria T. Hull et Barbara Smith de All the Women are White, All the Men are Blacks, but some of us are brave. C'est toute une vague comme ça. 81, 82, 84, c'est aussi Audre Lorde qui publie Sister Outsider. Donc on voit aussi qu'il y a
toute une vague de ces féministes noires qui sont passées du terrain et qui arrivent à l'université et qui théorisent leur expérience. Yolande, comment c'est reçu le livre de Bell Hooks en 1981? Écoutez, est-ce que ça fracasse? Ça fracasse. Ça fracasse. Moi, je dois dire seulement aux États-Unis. La preuve, c'est que ça vient d'être traduit en français. Oui, seulement aux États-Unis. Et aux États-Unis, on est à ce moment-là chez les féministes blanches dans l'interrogation sur est-ce qu'on est un sexe, est-ce qu'on est un genre, et c'est le grand tournant linguistique et qui va commencer c'est vraiment avec les études postcoloniales dans les années 2000 que on commence à regarder de manière plus attentive dans le monde francophone, la question de la race, de l'identité. Et même la question de la race n'est jamais nommée comme ça. On parle d'ethnie, on parle de racialisation, on parle de race, mais en effet, le problème pour les féministes blanches, en majorité blanches, de cette période-là, cette question qui est soulevée par Bell Hooks et ensuite par Kimberlé Crenshaw est vraiment une question de place qui est occupée par les féministes noires et comment elles peuvent s'accommoder. Et en fait, il n'y a pas de discussion entre les deux. Et l'intersectionnalité aujourd'hui, c'est une confrontation et c'est des rapports de pouvoir au sein des féminismes. Et c'est pour ça, je pense, je reviens à la discussion initiale, je pense qu'au contraire, l'importance de la discussion et du débat est fondamentale pour montrer d'abord la multiplication des tendances au sein des féminismes, que ce n'est pas du tout un mouvement homogène, et que ceux qui permettent ou celles qui permettent ou qui essayent de vouloir l'avoir homogène, en fait, c'est celles qui veulent prendre le pouvoir sur les autres, et en ce sens, c'est pas possible. Et donc, je pense que, en effet, ce livre est très très important et la traduction est vraiment importante. On en est où dans le féminisme noir aujourd'hui, de nos jours, Amandine Gay? Oula, alors déjà, il y a autant de féminisme noir que de pays. De femmes. La femme la plus importante, celle qu'on a vue le plus dans la culture populaire depuis quelques années, c'est Chimamanda Ngozi Adichie, qui a publié cet essai We Should All Be Feminists, récupéré par Beyoncé d'ailleurs dans une de ses chansons. Qu'est-ce que vous pensez de ce discours-là qui est très inclusif en fait? Alors, moi je pense que c'est très important. Effectivement, plus il y a de voix sur la question féministe et plus il y a de chances qu'elle arrive jusqu'à la population, parce que c'est vraiment ça aussi. Quel est le lien qu'on entretient avec la société civile? C'est très bien d'avoir des réflexions dans le monde universitaire, c'est très bien d'avoir des groupes militants, mais après l'idée c'est quand même de diffuser le féminisme dans la société civile. Et c'est pour ça par exemple que moi je suis une grande admiratrice de Beyoncé, parce que j'attends encore de voir j'attends de voir des pop stars qui se mettent un grand signe féministe derrière elles, y compris blanches. Et je trouve d'ailleurs très intéressant qu'il n'y ait pas de conversation ou pas autant dans le monde blanc, dans le monde blanc, sur le fait de se réapproprier sa sexualité. On est d'accord que quand comment elle s'appelle, je sais même plus, celle qui monte sur la boule là, Miley Cyrus et Taylor Swift sont nues, ou c'est toujours des moments de grande réappropriation de sa sexualité, de son corps. Quand les femmes noires le font, c'est toujours plus problématique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des féministes qui sont mal à l'aise avec l'attitude de Miley Cyrus. Ça crée nettement moins de débats. Et étonnamment, c'est la première. Miley Cyrus, ça crée un vrai débat, Amandine. Ça crée un vrai débat, mais je pense que la cristallisation autour de Beyoncé mériterait un sujet à lui tout seul. Certainement. De savoir pourquoi est-ce que cette femme-là incarne autant de mythes, tant dans le monde blanc que dans le monde noir. Et elle a beaucoup de pouvoir, elle est très présente médiatiquement. Oui, mais peut-être que c'est ça qui est problématique, les femmes noires qui ont le pouvoir. Je sais pas. Je ne sais pas non plus, je vous pose la question. Alors, il reste 1 minute 20 à ce segment. Pourquoi il faut lire cet essai, mesdames, encore aujourd'hui? C'est un livre remarquable sur la traite négrière, sur la vie des femmes noires du 19e à nos jours. C'est un livre remarquable. Ce n'est pas c'est un essai, ce n'est pas un livre scientifique, mais il est appuyé sur beaucoup de documents vraiment très importants. Et je pense que si on veut comprendre, parce que on ne peut pas le comprendre immédiatement comme femme blanche, en fait. Je pense que c'est un livre remarquable. Vous en signez la préface, Amandine Gay. On n'a pas eu le temps de le dire dans l'enthousiasme de nos conversations. C'est encore un livre à lire, c'est pertinent à votre avis. Oui, exactement. Et puis c'est un livre aussi à remettre dans les contextes dans lesquels on le lit. Et je pense que c'est ça qui est très important. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans la préface. C'est vraiment de le remettre dans le contexte français. C'est pour ça qu'on a eu une conversation la semaine dernière aussi pour le remettre dans les divers contextes francophones, que ce soit le Québec, Haïti ou l'Algérie. Et je pense qu'aujourd'hui, ça qui est très important, c'est que déjà, on puisse avoir accès à cette parole
paroles qui est très facile à lire, et c'est aussi une volonté de Bell Hooks d'être oui, accessible dans que la sa mère lecture. comprenne. Oui, exactement. Puisse le lire. Ça, pour moi, c'est une des premières choses, voir qu'on peut mêler l'intellectualisme à une accessibilité au grand public. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, dans des situations et dans des pays où il y a des grosses tensions raciales, aujourd'hui on a vu la question du blackface au Québec, ça peut donner plein de clés pour comprendre ce qui se passe. Ne suis-je pas une femme, femme noire et féministe de Bell Hooks est publié en français chez Cambourakis avec une préface d'Amandine Gay, Yolande Cohen et Amandine Gay. Merci beaucoup. Merci à vous.